Okay, so hopefully everyone is listening to the Donc, language. j'espère que maintenant, vous êtes tous en train d'écouter euh, dans la langue qui vous est la plus euh, facile. Peut-être j'ai commencé trop tôt. Je m'excuse. Non, je voulais dire trop tard. Alors, peut-être euh, je, je me suis présentée avant les indications techniques. Alors, je suis un formateur euh, de Dallas, Texas. Vita et moi, nous nous sommes connus au Massachusetts, à Cape Cod, en 2005, lors d'une conférence internationale. Alors, et j'ai été frappée par ce qu'elle avait partagé. Après, on a commencé à parler, non seulement avec elle, mais aussi avec son mari. Deux personnes vraiment formidables, esquisses, et j'ai passé des moments merveilleux avec eux. Alors, je vais vous raconter un peu euh, l'histoire de Vita. Vita a appris dans une université en Allemagne pendant 7 ans et le focus de ces cours était la psychosomatique. Donc, elle se focalisait sur le traumatisme et la résonance des thèmes pour lesquels elle a toujours montré un fort intérêt. Mais elle traitait aussi un autre temps, le soin de thérapeute, l'auto-soin de thérapeute. Vita a eu un cabinet privée pendant 41 ans. Elle a aussi été tuteur avec Ben Shapiro pendant 20 ans, avec un focus particulier sur la voix, et elle a la certification de thérapeute bioénergétique depuis 1981. Elle est devenue formatrice internationale en 2010. Elle a commencé à faire la formation bioénergétique en Russie et, si je ne m'abuse, elle a aussi fait la formation en Russie pendant quelque temps et à présent, elle organise des cours de formation en Suisse, en Bologne, en Lituanie et en Allemagne. Alors, comme je l'ai dit avant mes explications techniques pour suivre le webinaire, sur Wita, lorsque nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé hier, elle m'a dit, la bioénergétique m'a sauvée. Elle apprécie beaucoup tout ce qu'elle a appris de Ben Shapiro et de Bob Lewis. Et par rapport à ses expériences personnelles, et ces deux personnes, elle a dit, ont donné une énorme contribution au paradigme de la bioénergétique. Et finalement, permettez-moi aussi de rajouter que Vita euh, pratique à Hambourg, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Je ne sais pas que dire d'autre, sinon qu'il s'agit vraiment d'une personne spéciale. Et vous allez l'expérimenter personnellement ce soir. Peut-être a déjà eu l'occasion de la suivre, de l'écouter. Mais ceux qui ne connaissent pas Vita, je suis sûre et certain que ce soir, ils pourront confirmer mes paroles vis-à-vis ce que Vita est, ce qu'elle peut offrir au monde, et en particulier au monde de la bioénergétique. Vita, donc, c'est un honneur, c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir t'introduire et je hâte vraiment de pouvoir écouter tout ce que tu veux partager avec nous. Sans doute, le travail que tu as préparé pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et donc, maintenant, je te passe la parole. Rika, merci à toi.
J'espère pouvoir répondre à toutes tes attentes. Et donc, commençons. Tout d'abord, moi aussi, je vais parler lentement car, comme on vient de le dire, il y a une traduction en cours et en plus, n'étant pas euh, de langue maternelle anglaise, c'est plus facile pour moi de parler lentement en anglais parce que ici, je ne peux pas utiliser mon allemand. Tout d'abord, je veux partager avec vous des observations personnelles vis-à-vis de ce que j'ai appris dans mon voyage concernant la résonance somatique. L'équitation est une activité qui permet d'apprendre beaucoup dans le domaine de la résonance somatique. Et j'apprécie beaucoup le fait que le cheval ne parle et n'a pas de projection dans ce sens. Et donc, lorsqu'on parle d'identification, de projection, de contre-transfert, de conditions transférielles, les chevaux sont des éléments très faciles, non directs et non verbaux. Ce soir, je veux aussi partager avec vous une lection, un paper que j'ai préparé pour vous, que je vais lire car, comme je le dis, je n'ai pas cette grande fluidité dans la langue anglaise. Mais au lieu de vous montrer des diapos, des images, j'ai plutôt opté pour une session d'exercice afin à pouvoir activer le système ventro-vagal. Ce premier exercice, on va le faire dans une demi-heure et après, à la fin de l'heure de leçon, de manière que ces simples exercices puissent être utiles pour pouvoir bien ouvrir les yeux, donc tout ce qui concerne la visualité en cas de bloc visuel. On va faire cette partie expérientielle avec vous tous de manière que vous ne soyez pas obligés seulement de rester là, assis à écouter. Et alors, je voudrais commencer à présenter le thème de cette soirée. Je vais vous présenter quelques concepts autour de la résonance somatique et des thérapeutes en tant que corps de résonance. Pourquoi crois-je que c'est si important tout ça en tant que thérapeute de bioénergétique? Après, je veux aussi aborder quelques questions concernant la modalité de résonance implicite pendant une séance thérapeutique. Et j'espère aussi arriver à inspirer chez vous tous la volonté et l'intérêt de pouvoir en discuter après avec tous les participants. Il s'agit de toute une série de questions qui m'ont tenu occupée pendant des décennies sur la résonance somatique et aussi des thèmes liés au transfert. Et voilà quelques exemples. Quels sont les parcours de résonance implicite dans la rencontre entre deux individus? Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue neurobiologique des parcours de résonance implicite? Des neurones miroirs ou des cellules nerveuses de résonance. Et qu'est-ce qui ne peut pas être expliqué aujourd'hui? Et comment le cadre thérapeutique détermine-t-il les voies de résonance? Comment peut-on développer nos capacités de résonance et, euh, et comment puis-je me protéger en tant que thérapeute? Voilà quelques-unes des questions que je me pose depuis quelque temps et que j'analyse. Alors, je voudrais aussi aborder un bref résumé des concepts, des effets neurobiologiques sous les effets somatiques de la résonance. Je désire aussi vous raconter les résultats empiriques du contre-transfert et de quelques concepts tels que l'empathie et des risques professionnels pour les thérapeutes, le thème de l'auto-soin et
vous raconter aussi mes interventions de bioénergétique préférées au sein des groupes de formation. Commençons par l'empathie qui, au début, avait été définie au niveau cognitif en tant qu'une capacité à participer aux sentiments et aux préoccupations d'une autre personne. Alors, l'empathie, nous pouvons dire qu'elle a une base physique. La disponibilité émotionnelle du thérapeute dépend directement de ses qualités somatiques et en particulier de ses capacités de enracinement, de respiration, de pulsation et de vibration. Alexander Lowen a prêté beaucoup d'attention aux aspects somatiques de l'empathie. En effet, et je cite ce qu'il avait écrit, les personnes dont le corps est si euh, rigide et paralysé qu'il ne bat pas ou bat très peu, toutes ces personnes manquent d'empathie. Et si notre corps, au contraire, est vif, alors nous sommes sensibles aux autres et à leurs sentiments. Et nous pouvons ressentir même plus d'amour et de plaisir. C'est une citation de Lowell de 1992. Mais Lowen ne travaillait pas à l'époque sur l'empathie et les questions liées au transfert ou le contre-transfert. Et il n'était pas en train de travailler sur ce thème de manière spécifique. Mais à la fin des années 90, inspiré par la recherche sur l'attachement et la neurobiologie, on a témoigné une attention de plus en plus importante dans le domaine de la psychoanalyse et de l'analyse bioénergétique. Et ces résultats passionnants de la recherche empirique sur les modes implicites d'interaction ont influencé les principes bioénergétiques et des collègues tels que Bob Lewis et Guy Tonella et moi-même et beaucoup d'autres ont intégré ces résultats dans leur concept, dans leur article clinique. Donc, disons, il y a eu une sorte d'engouement car nous pensions avec beaucoup d'enthousiasme que les concepts, les méthodologies de l'analyse bioénergétique avaient été enfin validés par la recherche empirique. Nous n'avions pas mené des recherches empiriques au sein de notre domaine bioénergétique, mais nous avions commencé à intégrer les articles du Boston Study Group de Stern and Shore, juste pour en citer quelques-uns, Rizzolatti qui, par exemple, avait identifié les neurones miroirs et donc les résultats nous porte à dire que à peu près 90% de nos connaissances relationnelles sont implicites et que donc elles ne sont pas conscientes et ni elles sont exprimées par le langage. Ceci est une expression de Daniel Stern. Et encore, les résultats de la neurobiologie nous montrent que l'empathie est un contact de l'hémisphère droit du patient vers l'hémisphère droit du thérapeute. Voilà, c'est ce que Alan Shore nous avait dit. Et encore, le transfert d'informations émotionnelles est intensifié dans des contextes de résonance. Et Tonella a rajouté aussi que le psychothérapeute utilise ses propres processus somatosensoriels pour percevoir ceux de son patient. Bob Lewis, en 2004, a rajouté que l'empathie est une conversation, un dialogue entre les deux systèmes limbiques du thérapeute et du patient. Moi aussi, j'ai été très heureuse de cette découverte, la découverte des neurones miroirs qui semblent
confirmer sur le plan neurobiologique une partie de mon expérience clinique en matière de résonance somatique. À l'époque, vers la fin des années 90, je n'avais pas remis en question que l'une de mes façons de travailler avec la résonance était sans contact visuel, c'est-à-dire sans regarder les personnes. Et à l'époque, je ne me remettais pas non plus en question que la comparaison entre les macaques, ce type de primates, qui était analysé en Malaisie par Rizzolatti, et les êtres humains, alors je ne mettais pas en question le fait que cette comparaison entre les macaques et les êtres humains n'était pas raisonnable. Et alors donc, notre corps de thérapeute représente, au-delà de la technique, à la fois le médium et l'agent pour le processus thérapeutique. Et ceci repose sur des phénomènes de résonance dans le présent partagé du thérapeute et du patient à travers des rythmes somatiques, y compris le son de la voix. Il s'agit donc d'un dialogue corps à corps permanent pendant la séance. Mais ce ne sont pas seulement les thérapeutes qui sont pour vous de ce type de résonance somatique. Peut-être nous sommes plus inclins, plus syntonisés pour l'avoir, mais ceci peut arriver aussi chez d'autres personnes. Nous sommes doués de ce modèle de dialogue corporel car notre fonction principale est de créer des liens avec d'autres êtres humains et d'être attachés à d'autres individus. Voilà donc le thème principal. Nous nous connectons, nous créons des liens avec des autres êtres humains. Et vous connaissez tous ces phénomènes pour lesquels tous les êtres humains synchronisent leur mimique, leurs gestes, la position de leur corps, leur voix et répondent inconsciemment aux expressions non verbales des, des autres de manière inconsciente. Et donc, nous pouvons conclure en disant que la résonance somatique représente la composante primordiale de l'empathie émotionnelle. Après, il y a d'autres niveaux de l'empathie, par exemple le niveau cognitif, et donc mentalement, nous pouvons être dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Même au niveau d'action, nous pouvons de manière consciente imiter ou refléter les comportements d'une autre personne avec des composantes altruistes, mais la composante émotionnelle de l'empathie est la résonance somatique et ces niveaux différents d'empathie comportent tous impliquent tous des parties différentes de notre système cérébral. Le contre-transfert a été analysé par Freud et par la suite aussi par Reich et Lowen en tant qu'une partie de l'histoire de thérapeutes qui n'a pas été suffisamment analysée et élaborée. Et ceci risque de mettre en danger le processus thérapeutique s'il n'est pas suffisamment analysé et réfléchi. Donc, le concept d'identification projective met davantage l'accent sur le fait que le patient agit en fonction de négativité inconsciente insupportable dans sa relation avec son propre thérapeute. Voilà donc les concepts les plus anciens parce que après, vers la fin des années 90, en 1996, George Downing a commencé à parler dans son livre de contre-transfert induit.
ce qui veut dire que le thérapeute peut fonctionner en tant que une sorte de canal. Et donc, il s'agit de sentiments et de réactions corporelles évoquées par l'inconscience du patient chez le thérapeute. Ce contre-transfert induit, ce phénomène peut refléter les sensations du patient lorsqu'il était encore enfant et ceci donc peut être défini contre-transfert concordant ou le contre-transfert induit peut refléter chez le thérapeute la sensation du parent, père ou mère. Et ceci est ce qu'on appelle le contre-transfert complémentaire. Il s'agit là de concepts que nous connaissons dans le cadre de la résonance somatique. Et il s'agit de concepts très précieux qui ont été partagés par George Darwin lorsqu'il a commencé à parler de contre-transfert induit et de l'utilisation du corps du thérapeute en tant que canal, car le thérapeute euh, peut ressentir ces choses en tant que esquisse. Alors, si nous travaillons avec un patient qui a la possibilité de ressentir, d'être conscient de ses propres émotions, nous pouvons utiliser notre corps pour ressentir par rapport à la personne qui est assise devant nous et donc de partager avec cette personne. Et la respiration du thérapeute devient la clé de la perception. Dans la psychothérapie corporelle, c'est un point que nous pouvons mettre en doute si utiliser les concepts analytiques classiques de transfert et contre-transfert au-delà de tous les autres thèmes transférels, car il ne s'agit pas de processus psychologiques purs. Les concepts traditionnels qui ont été utilisés en psychoanalyse à l'origine étaient liés à ce cadre abstinent euh, du vivant physique, à la position monadique du thérapeute, tandis que dans l'analyse bioénergétique, on dirige notre attention physique complète vers la personne devant nous. Et Alexander Lowen a été le tout premier à placer le patient adulte en mouvement au centre de l'attention. Ça a été donc tout son mérite de placer le patient adulte en mouvement au centre de l'attention dans le processus thérapeutique. Contrairement à la position assise des thérapies verbales, l'analyse bioénergétique est pratiquée dans un setting ouvert. Et donc, le patient peut rester debout, allongé, assis, et de même pour le thérapeute qui peut aussi décider euh, euh, de bouger ou de rester assis, ou le thérapeute qui peut écouter, appliquer des interventions thérapeutiques sur le corps et en même temps, on essaie de bouger ensemble le patient et le thérapeute pour nous adapter aux opérations non verbales avec le miroir et la synchronisation. Pourtant, la synchronisation devient beaucoup plus complexe que dans des contextes thérapeutiques où il y a une position fixe dans l'analyse bioénergétique. Lorsque nous adoptons une position si assis face à face ou allongé sur un divan avec l'analyste derrière, la bioénergétique et le thérapeute bioénergétique prennent des positions différentes avec le patient, bougent plus ou moins dans la chambre avec le patient. Et on évoque aussi des images antérieures de processus de transfert qui sont différents, plus réels, car
il y a des expériences émotionnelles réelles et correctives qui peuvent se produire et se manifester. Et la recherche neurobiologique est loin d'être aussi complexe que celle dont nous aurions besoin pour expliquer le processus d'interaction inconsciente au cours d'une séance de thérapie. Pour approfondir un petit peu ce sujet, je vais aborder les modes implicites de résonance à travers la neurobiologie. Les résultats de recherche neurobiologique, en fait, nous ouvrent les portes si nous voulons examiner la voie implicite de la résonance. Et en général, il existe un consensus sur le fait que toute émotion est liée à l'excitation, à l'arousal. L'échange émotionnel entre deux personnes peut créer un champ énergétique. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'une synchronisation et d'une synergie. Ces phénomènes se produisent en deçà du temps de réaction normale, en quelques secondes seulement, ou en fait environ 30 centièmes de seconde. Il s'agit d'une science psychologique différente et les modèles émotionnels sont reflétés dans les expressions faciales, dans les gestes, les sons vocaux, la posture, les mouvements, les schémas respiratoires et l'odorat. Nous pouvons sentir d'un seul coup sans nous retourner, par exemple, lorsqu'on est dans le métro, sans nous retourner, on peut sentir, on peut s'apercevoir de la présence d'une personne derrière nous. Cette personne pourrait être en colère, tendue ou chargée d'une excitation sexuelle ou d'un sentiment de anxiété. On peut vraiment apercevoir cela sans regarder. Et donc, la mémoire implicite de résonance arrive aussi pendant la séance thérapeutique, sans que cela ne soit conscient. Nous nous voyons réciproquement, mais l'œil humain n'est pas une caméra. Nos systèmes sensoriels et cérébraux sont créatifs. Ils émettent des hypothèses sur le type de visage, d'expression faciale, de posture des mains et de mouvement du corps pertinents. Nos systèmes sont aussi à même de distinguer les mouvements biologiques des mouvements non biologiques en termes de mouvement. Par exemple, si nous suivons un match de football ou un spectacle de danse et que nous nous identifions aux acteurs, en tant qu'observateurs, nous pouvons mesurer des activations similaires à cause de l'innervation des muscles de la jambe dans le cortex prémoteur. En reconnaissant les visages, l'œil effectue des mouvements de balayage. Il y a des mouvements de scan. Il s'agit d'un processus qui nous permet de faire le scanning des mouvements des autres. D'abord l'œil, après la bouche et ensuite les mains. Il s'agit d'un processus ascendant du bas vers le haut. Lorsque on analyse les mouvements des organismes vivants, les cellules du lobe temporal réagissent plus fortement au mouvement de la bouche et des yeux, ainsi que au mouvement des membres, les bras et les jambes.
En particulier, nous montrons visuellement une résonance somatique aux expressions oculaires et faciales, aux mains et aux mouvements des autres personnes. Dans la plupart des cas, le langage et le langage corporel fonctionnent ensemble pour déclencher, donc pour induire ou provoquer une résonance. Lorsque les signaux vocaux et corporels se contredisent, en effet, le langage du corps a un effet plus fort que la parole. C'est ce qui se passe dans l'élaboration de la part de notre cerveau. La reconnaissance faciale semble suivre de nombreux principes de la psychologie de la Gestalt. C'est-à-dire que le cerveau humain préfère les visages qui se trouvent en position verticale. Ensuite, le cerveau attribue clairement une position spéciale au visage qui requiert une attention particulière, qui requiert un alignement vertical. Si je fais comme ça ou comme ça, le cerveau commence à comprendre comment la bouche, les yeux doivent être examinés et aperçus. Cela peut être utilisé dans un cadre thérapeutique où les thérapeutes voient constamment leurs patients sur la tête. Pourquoi est-ce que les analystes classiques s'assoient-ils derrière le patient à l'extrémité de la tête? De cette façon, comme le patient se trouve sur un divan, le thérapeute aura une perspective aérienne qui n'est pas alignée avec ce que notre cerveau aime apercevoir. Les expressions émotionnelles qui indiquent la peur, la colère, la terreur, la haine provoquent une activité de l'amygdale de l'observateur. Et à partir de cela, il y a une comparaison avec d'autres dangers. Le fait de voir ces visages va donc déclencher l'activité de notre cerveau. C'est là que nous allons faire du coping avec les dangers. Lorsque on ressentit une odeur mauvaise, il y a des structures qui sont déclenchées, qui causent du dégoût, et ce sont les mêmes activations qui ont lieu lorsque on voit une expression de dégoût. Donc, les mêmes mécanismes cérébraux sont activés. On fait la même chose lorsqu'on regarde le visage d'une personne qui a une expression de dégoût. Ça va de même pour l'embarras. Si l'on observe une personne qui ressent de l'embarras, les mêmes zones sont activées dans notre cerveau que dans l'observation de la douleur physique dans notre être humain. En fait, l'embarras peut déclencher l'élaboration et la perception de la douleur dans le cerveau humain. Je vais montrer encore une image et ensuite j'aimerais faire un exercice avec vous. Je sais que j'ai déjà beaucoup parlé, vous devez suivre ce que je dis. Je ne vous vois pas, donc peut-être je vais toucher encore un petit point avant de faire un exercice. Alors, je vais aborder l'expression émotionnelle. Nous savons qui est Stephen Porges. Nous connaissons la théorie polyvagale. Qu'est-ce que nous dit Stephen Porges à propos du contrôle neuronal des muscles du visage et de la tête?
Borges explique que les muscles du visage et de la tête, avec l'aide des voies nerveuses qui relient le cortex et le tronc cérébral, rendent notre visage expressif et nous permettent de transmettre des significations par le biais des mimiques. Ça va de même pour leur influence sur le son de notre voix. Donc, ils nous aident à concentrer notre regard sur certaines choses et ils dirigent notre oui pour distinguer les voix humaines des bruits de fond. Il s'agit du complexe vagal ventral qui est lié à l'expression et à l'expérience des émotions. Notre cœur, au niveau neuroanatomique, est lié à l'expression faciale, au son de la voix, à la mélodie. C'est une condition préalable importante pour le sentiment de sécurité et pour la dévotion émotionnelle d'une personne au monde social, à la fois au sens métaphorique et selon la théorie polyvagale. Donc, en suivant Burgess, j'aimerais faire un petit exercice avec vous maintenant pour aller débloquer le segment oculaire. Les yeux, c'est très simple. Je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Et donc, pour commencer l'exercice, je sais que vous avez déjà regardé l'écran, vous êtes assis face à l'écran depuis longtemps déjà. Donc, imaginons que nos côtés sont comme la lumière de la voiture. Ne bougez pas, ne bougez pas les côtés. Tournez tout simplement votre tête sur le côté pour voir s'il y a quelqu'un derrière vous. Alors, combien est-ce que vous pouvez avoir une rotation jusqu'à l'épaule gauche et attendez dans cette position jusqu'à ce que vous avez besoin de inspirer profondément. À ce moment-là, vous inspirez et vous revenez lentement à la position centrale. Maintenant, respirez profondément. Prenez un respire profond et faites la même chose. Prenez un souffle. Faites la même chose de l'autre côté. Ne bougez pas d'autre part du corps. Bougez seulement les muscles scalènes et tournez jusqu'à ce que vous réussissez. Et ensuite, vous attendez jusqu'à ce que vous avez besoin de inspirer profondément. Ce sera un réflexe. Et après avoir inspiré profondément, vous revenez à la position centrale. Essayez maintenant de ressentir votre cœur. Comment est-ce que vous le ressentez? Et surtout, quelle est votre perspective? Quel est votre contact visuel? Comment est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Comment est-ce que vous me voyez? Je ne sais pas s'il y a des personnes à côté de vous. Comment est-ce que vous les voyez? Et ensuite, nous faisons la même chose, mais sans tourner la tête. Donc, on ne bouge que les yeux. On ne déplace que les yeux. On regarde le côté. On bouge les yeux le plus possible. Ne bougez rien, sauf les yeux. Ne bougez pas la tête. Bougez les yeux vers un côté et attendez jusqu'à ce que vous avez besoin d'inspirer profondément, de prendre un souffle profond. Attendez que ce réflexe commence. Après, vous revenez à la position centrale. Essayez de apercevoir votre corps, de le ressentir. Ressentez la perspective des yeux, la vue, ce que vous voyez maintenant. Et ensuite, vous faites la même chose, le même exercice, mais sur l'autre côté. N'oubliez pas de bouger les yeux seulement,
Ne bougez pas la tête, ne bougez pas la partie haute du corps, tout le reste ne bouge pas, seulement les yeux et attendez le besoin d'inspirer profondément. Ensuite, vous revenez à la position centrale à nouveau. Essayez de ressentir votre corps. Comment est-ce que vous le ressentez? Comment est-ce que vous respirez? Quelle est votre perspective? Peut-être vous avez un petit peu élargi votre perspective. Vous avez bougé jusqu'à 140 degrés peut-être sur les deux côtés. Il s'agit d'un aspect qui pourrait activer et renforcer le ventre vagal pour sortir de la vision du tunnel, pour sortir de la perspective étroite que nous avons parfois lorsque nous nous trouvons face à un écran et nous sommes concentrés sur un sujet. Donc, on prête beaucoup d'attention à ça et on peut donner un peu de tonus. Maintenant, je vais continuer, je vais parler d'un autre aspect qui est lié à la résonance implicite parce que nous entendons nos patients. Le son, en fait, est l'énergie qui ouvre les portes. La voix résonante reflète plus encore que la voix parlée quelque chose de notre état intérieur et de notre humeur du moment, de notre esprit, ainsi que des niveaux plus profonds de nous-mêmes. Le son de la voix nous permet de différencier les émotions les unes des autres en fonction du tempo, de l'articulation et de la hauteur, ainsi que de la longueur correspondante de l'intonation des voyelles et des consonnes. Nous restons attentifs, nous écoutons le son qui nous parviennent et de cette façon, on peut être, disons, touché, on peut devenir un instrument musical qui est touché avec de la résonance à travers la voix de l'autre personne. Donc, nous écoutons les sons et nous sommes à même de comprendre si le son d'une autre personne est authentique ou dans le cadre des actions verbales et non verbales. Ensuite, il y a un autre élément clé qui est lié au contact tactile, au toucher. Parfois, on a un contact avec notre corps, avec le patient. Et donc, on peut dire que le toucher porteur de sens, d'image intérieure et dans le cadre d'une relation de confiance stimule d'autres réactions via le nerf vague par rapport au simple toucher mécanique d'un étranger. Si les interventions corporelles sont appliquées de manière purement mécanique, sans tenir compte des déclarations relationnelles qu'elles contiennent, par exemple, dans le cas du massage ou dans le cas de la physiothérapie, donc si tout se fait à l'échelle technique, le bénéfice psychothérapeutique est minime. Et cela s'applique à la fois à la régulation des affects et à la compréhension de ses propres qualités de contact. Lorsqu'il y a un toucher mécanique, celui-ci n'est pas lié à une relation de confiance. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'image intérieure connectée. Donc, tout se fait à l'échelle mécanique et il n'y a pas de résonance. Comme vous le savez, peut-être quelqu'un a lu mes publications dans le passé. Bon, nous ressentons nos patients même sans contact physique. Nous avons donc l'expérience de la résonance somatique, même sans contact tactile et sans contact visuel. On pourrait avoir les yeux fermés et recevoir quand même beaucoup d'informations. Donc, au-delà de la perception visuelle, il y a d'autres canaux sensoriels qui contribuent à un processus inconscient immédiat d'échange
somatique. Ce processus est inconscient. Donc. C'est le cas, par exemple, des signes rythmiques tels que le battement du cœur, la respiration, le son de la voix, ou bien le degré de tension des muscles. Les modèles de tension des muscles qui varient dans les zones différentes du corps. Ça va de même pour la mobilité du système musculaire, la qualité des mouvements et d'autres perceptions sensorielles telles que le froid, la chaleur, la lourdeur, la légèreté, la contraction, l'expansion. Toutes ces perceptions fournissent des indications qui nous permettent de comprendre qui est notre patient. Ça va au-delà de ce qui est dit. Donc, je reçois de cette personne beaucoup plus que cette personne ne me dise. Il y a aussi des signaux au niveau végétatif et hormonal qui peuvent être identifiés. Nous savons que les rythmes respiratoires se synchronisent de même que les postures et les mouvements. Plus l'harmonisation avec l'autre personne est intense, plus cela est vrai. Et donc, les schémas respiratoires, par exemple, mettent en lumière la capacité d'une personne à utiliser les espaces de résonance du corps pour développer, contenir et exprimer des émotions. C'est pour ça que le thérapeute doit utiliser son propre rythme respiratoire pour être sensible. C'est la perception dont on a besoin. On a besoin d'un espace intérieur pour apercevoir l'autre. Le thérapeute utilise son propre rythme respiratoire, donc, mais aussi son propre battement du cœur comme indicateur de l'étendue du niveau d'enthousiasme de la personne et de sa perception. Tout cela peut être ressenti sur différents canaux sensoriels, mais surtout à travers le rythme de la respiration, à travers le battement du cœur, à travers les sensations de chaleur et de froid qui nous permettent de recevoir ces informations. Beaucoup de ces expériences sensorielles peuvent avoir une résonance sur nous et sur notre cerveau, même dans les cellules nerveuses de notre cerveau. Et nous savons que la recherche neurobiologique est encore loin de pouvoir saisir l'énorme complexité du processus d'interaction inconsciente au cours d'une séance de thérapie avec des modèles de recherche appropriés. Je n'ai pas trouvé de note spéciale en fait sur les recherches neurobiologiques portant sur les schémas respiratoires. Je n'ai pas trouvé de notes spécifiques concernant les projets de recherche neurobiologiques portant sur les chemins respiratoires et les chemins de tension corporelle. Ils sont en fait très importants dans le travail bioénergétique que nous faisons avec nos patients. Donc, la discussion autour des neurones miroirs porte principalement sur les sentiments, les actions, les intentions de notre être vivant et sur la manière dont cela déclenche des neurones miroirs dans l'observateur. Mais comment est-ce que notre cerveau reçoit-il des informations sur le modèle de respiration de l'autre, sur le modèle de mouvement, à part le fait de toucher la personne, de dépulper le muscle? Comment est-ce qu'on peut obtenir ces informations, même à une distance de certains mètres? J'aime lire Joachim Bauer, un neurobiologue allemand, qui a proposé de définir les cellules nerveuses. Ce sont les cellules qui nous permettent d'avoir de la résonance et de élaborer cette résonance dans notre cerveau.
Il ne s'agit pas uniquement de neurones miroirs qui ont été beaucoup analysés aux années 90. En effet, selon Joachim Bauer, il faudrait les appeler cellules nerveuses résonantes parce qu'il s'agit de beaucoup plus que les réactions visuelles des êtres humains et des organismes vivants. Par ce nom, on peut insérer toutes les cellules nerveuses qui reflètent l'activité neurale d'une personne observée chez un observateur d'une manière spécifique et sélective. Toutes ces cellules peuvent être définies et appelées les cellules nerveuses résonantes. Cela est étroitement lié au contact visuel et à l'observateur, au fait d'observer des personnes par les yeux. Il ne s'agit pas donc uniquement de neurones miroirs. Il faut vraiment élargir ce concept et inclure d'autres niveaux sensoriels en utilisant le nom cellule nerveuse résonante. Je contrôle le temps, mais je vois que nous avons encore beaucoup de temps à notre disposition. Alors, j'aimerais aborder l'auto-soin pour le thérapeute. En ce qui concerne le système d'auto-soin du thérapeute, nous pouvons considérer que l'échange immédiat et la résonance involontaire avec beaucoup de sentiments inconscients de nos patients peuvent constituer un risque pour notre santé mentale et physique. Je suis sûre que tous les collègues connaissent très bien les phénomènes en question. Par exemple, les maux de tête des patients, leur faim, le fait de sentir du froid, d'avoir froid, leur dépression, la difficulté à être vivant et joyeux. Ce sont de sensations qui se sont installées dans notre corps pendant ou après la fin de la séance de thérapie. Parfois, ce sont des images ou des situations plus complexes qui apparaissent. Parfois, il s'agit tout simplement d'une réaction somatique et des troubles que nous ressentons une fois que nous avons vu notre patient. Et à raison de l'intensité de cette résonance, nous risquons néanmoins de développer un traumatisme secondaire nous-mêmes si nous ne prenons pas en charge de manière dynamique les conséquences de ce traumatisme. Donc, il faut se distancier, il faut agir en tant qu'élément agent du processus thérapeutique. Nous savons que les systèmes sociaux et physiques de perception et de traitement de la douleur sont connectés. Nous partageons donc la douleur avec des personnes qui nous sont proches. On peut avoir une douleur physique ou sociale. Ce sont des processus similaires qui sont élaborés de façon similaire dans notre cerveau. Cela veut dire que lorsque nous partageons la douleur avec des personnes qui nous sont proches, avec lesquelles nous avons de l'empathie, les émotions sont ressenties de la même manière qu'une sensation physique de douleur. Le risque d'être exclu, d'évaluer, sous-estimé, non considéré. Daniel Siegel, une fois, a dit que cette douleur sociale provoque la même douleur qui peut être provoquée par un couteau qui nous trapasse le cœur. Nous pouvons marquer les mêmes traumatismes au niveau cérébral. Et en plus, les expressions émotionnelles indiquant peur, rage, terreur, haine provoquent une activité d'amygdale de l'opérateur
Et donc, si nous voyons une personne dans cet état, nous avons le même processus d'activité dans l'amygdale de l'observateur qui met en comparaison avec d'autres situations vécues dans le passé. Et donc, en même temps, pendant un contact constant avec un patient déprimé ou traumatisé de manière moyenne, pendant ce contact, nous pouvons recevoir des signaux non verbaux qui correspondent à tous ceux dont Porges nous a parlé. C'est-à-dire, si nous regardons un visage, le visage d'une personne où le complexe ventrovagal n'est pas tonifié, nous voyons les paupières qui se ferment, nous voyons la voix qui n'est pas modulée, on perd, on perd la voix de modulation, le son des voix humaines est perçu de manière moins euh, définie et la sensibilité aux efforts des autres pour établir un contact social s'affaiblit. Et par la suite, si on commence à se protéger de ces sensations, le fait d'avoir une personne devant nous, heure après heure, avec cette personne, nous devons regarder cette personne, nous la regardons. Et si nous n'arrivons pas à nous protéger, nous pourrions avoir des difficultés. Une façon de nous protéger pourrait être arrêter la respiration, mais nous savons que chez le thérapeute, un manque de vibration réduit la mobilité, affaiblit le système immunitaire, tandis que la respiration profonde, la respiration, la voix, le sourire, la voix stimule de manière positive notre système immunitaire au niveau hormonal et la respiration superficielle provoque un manque de vibration, de vitalité et nos émotions de manière que nous arrivons à produire très peu d'impulsions vibrantes et par conséquent, nous allons recevoir très peu de feedback. Et en même temps, c'est la voie royale, le rythme de la respiration. Cette voie royale nous fait sortir de ce danger. Jung, l'analyste suisse, a écrit que le thérapeute doit se contaminer avec la névrose de son patient et à travers la tentative de thérapeute de se guérir lui-même, le patient lui-même sera également guéri. Et donc, nous pourrions nous permettre de nous faire infecter par nos patients et ceci donc peut être vrai, peut-être avec moins de rigidité et en trouvant un peu plus d'équilibre entre l'ouverture et le maintien des limites. Cela serait possible, même s'il peut paraître difficile, mais c'est bien sûr euh, faisable. Alors, il s'agit de comprendre quelle est ma capacité de résonance. Et tout cela est lié à la respiration, à l'enracinement et dans l'analyse bioénergétique, nous comprenons très bien qu'il faut aussi de la résilience et l'expressivité vocale en termes de concepts physiques qui est lié strictement à tout ça. Alors, nous devons arriver à former notre capacité à développer de manière plus profonde et avoir une expression vocale pour arriver à nous auto-soigner, prendre soin de cet outil, le thérapeute. Et pour créer des limites, nous avons besoin d'arriver à euh, produire un son, le tenir en vie. Il ne s'agit pas seulement de gémir, soupirer. Nous devons rallonger notre épine moelleuse pour tonifier notre corps, pour nous remplir les poumons à d'air
Ce changement, cette modification du tonus musculaire va montrer des expressions qui seront visibles aussi aux autres. Je voudrais arrêter ici pour un instant. J'ai réduit tout ce que je voulais vous raconter car à présent, maintenant, je désire vous raconter mes exercices préférés, les exercices que je fais avec les groupes pendant la formation de manière à pouvoir vous apprendre des parties plus pratiques. Vous pouvez tout lire sur la résonance, la voix, l'auto-soin dans mes articles que vous pouvez télécharger dans mon site web. Donc, je vous invite à visiter mon site web pour télécharger tous mes articles. Parce que maintenant, je crois que ça puisse être plus intéressant pour vous d'avoir un moment plus pratique et voir comment faire des exercices. Voilà, donc l'exercice sous le focus de la résonance somatique, c'est-à-dire comment appliquer le même exercice avec une séance de bioénergétique, avec un groupe de bioénergétique. J'utilise la résonance somatique tout d'abord au niveau diagnostic, sans voir la personne. Donc, devant, derrière, d'un côté, de l'autre, avec les yeux fermés. Et je commence même à garder, même à une distance de 10 centimètres, à comprendre les informations qui me sont dérivent de l'autre personne et je commence à comprendre ce qui se passe. Il s'agit d'un processus inconscient. Le patient reste là, debout devant moi et je lui dis, donne-moi l'opportunité de comprendre qui ai-je devant moi. Et après, je comprends la résonance somatique que j'ai perçue. Je la raconte au patient afin qu'il puisse me dire si ce que je partage avec lui a une résonance ou pas. Et ce qui peut se connecter à certains thèmes, certaines difficultés, certaines expériences, même du passé. Et donc, chaque partie du corps peut nous raconter quelque chose. Je commence donc avec les sensations, avec le partage des émotions et parfois il y a des images qui ressortent. Je vais partager même ces images avec mon patient. Voilà donc la partie qui concerne la résonance somatique en tant que outil diagnostique. On peut le faire en groupe. Les participants ferment les yeux et ils arrivent à percevoir ce qui est présent sous la base de ce qu'ils perçoivent sans parler. Ce que j'aime faire le plus avec les groupes est la lecture du corps en mouvement. Ceci se base sur la résonance, la répétition et l'imitation. Voilà les principes. Donc, je demande, je fais l'intervention de bioénergétique classique, donner des coups de pied à un matelas, par exemple, sans donner des instructions dans un premier moment. Et alors, je demande à la personne de faire ça comme pourrait le faire spontanément. Après quelque temps, le groupe reçoit l'instruction suivante, c'est-à-dire il doit donner résonance somatique. Alors, je ne veux pas dire exactement comment faire cette intervention ou si ce que le patient montre sera ou évalué ou pas. Donc, il n'y a pas une directive précise dans cet échange. Le groupe partage la résonance somatique.
dans le cadre des modèles des coups de pied au matelas. Alors, dans ce cas, le protagoniste écoute ce que le groupe partage en termes de résonance somatique. Une autre phase pourrait être celle du partage des émotions, des sensations, des pensées, des images. Et donc, je utilise la pyramide du soi pour apprendre au groupe comment fonder la perception au niveau sensoriel et des mouvements et des émotions qui s'approchent le plus aux sensations mentales en remontant dans la pyramide jusqu'aux images pour ne pas troubler le processus de la personne qui donne un coup de pied au matelas avec une évaluation. Après quelques tentatives en français, on pourrait faire d'autres exercices. Il y a donc un cœur en résonance de la part du groupe qui, ensemble, synchronisés, portent un partage, faisant en sorte que le corps bouge différemment par rapport à la deuxième tentative de coup de pied au matelas. Par exemple, il pourrait y avoir quelqu'un qui dit, c'est comme si je n'avais plus à respirer, ou bien il pourrait aussi dire, je me suis senti comme un rat dans la cage qui continue à tourner. Et cela inspire le protagoniste de ce commentaire, de ce partage, à donner un autre le coup de pied au matelas de manière différente. Après, on peut faire le même exercice en frappant un cube. On fait le même expériment. On écoute la résonance du groupe et on répète cette pratique une, deux, trois fois. Et c'est une pratique que je appelle la pratique du corps à mouvement, qui est une des interventions que je préfère. Et après, il y a aussi un autre principe nécessaire pour moi, surtout en termes de développement des enfants, donc de développement de l'évolution, c'est-à-dire nous apprenons à travers la répétition. On sait que nous apprenons en imitant ce que nos parents font, donc on apprend à travers la répétition. Il faut trouver le temps pour la répétition. Il s'agit sans doute de choses très importantes en termes de principe d'évolution pour les personnes qui ne doivent pas chercher seulement de faire une performance parfaite, comme s'il s'agissait d'une intervention bioénergétique classique faite de manière parfaite. Il ne s'agit pas de l'accomplir de manière parfaite, mais il faut essayer de comprendre comment le corps réagit et comment le groupe résonne par rapport au protagoniste de l'expérience. Et par la suite, le corps va trouver, après l'expérience et après la répétition, une nouvelle modalité. Alors, je vais utiliser le principe du comment. Comme William Reich le disait, c'est-à-dire le premier qui a écrit à propos de ce principe du comment, comme les thérapeutes de la Gestalt qui suivront le feront plus tard, c'est-à-dire le comment la personne fait quelque chose, comment le corps fait quelque chose est vraiment décisif, déterminant, parce que cela permet d'obtenir des informations sur l'inconscient et sur le non-verbal. Il ne s'agit donc pas du quoi, car le quoi conduit à la clarification des pensées et les contenus sont le quoi. Le quoi permet une forme de mentalisation. Après, il y a le pourquoi qui porte à la recherche biographique du passé et comporte aussi une situation
une exploration biographique, c'est une invitation à une recherche biographique, pourrait ramener au traumatisme, même il pourrait amener à une position de victime. Et donc, je crois que le focus sur le comment la personne, comment le corps fait une action déterminée, puisse offrir plus d'opportunités qui permet de trouver plutôt un travail plus orienté vers les ressources. Et si nous incluons le comment dans notre perception somatique et dans la résonance, nous avons choisi la voie implicite de la résonance et son parcours. Après, un autre principe, le tout dernier, pendant l'emphase, nous imitons tout ce que les parents font, même de manière inconsciente. Et donc, l'imitation est un principe très important pour l'apprentissage. Dans les groupes de bioénergétique, je demande à une personne de marcher tout autour du groupe en suivant son propre style de marche et donc en suivant son modèle de marche. Et le groupe observe la personne qui marche, raisonne, observe comment la personne marche et ensuite ils imitent cette personne. Et donc, ceux qui croient pouvoir marcher comme l'avait fait la personne, imitent et marchent de la même façon. Et le protagoniste alors arrive à voir et dire oui, c'est ma façon de marcher. Cette personne reflète exactement ma façon de marcher. Donc, il y a une réflexion en miroir, un effet miroir, une imitation. Si cela donne des problèmes, j'organise des groupes plus petits si les personnes sont plus timides. Mais si vous arrivez de voir 3 ou 4 personnes qui marchent en imitant votre style parce qu'ils sont en train de vous imiter, d'imiter votre modèle de marche, vous arrivez à avoir un goût à l'avance de ce qui est non-verbal, ce que votre corps exprime de manière non-verbale ou l'approche que vous avez vers le monde ou la distance que vous gardez vis-à-vis des autres. Je me souviens d'une personne qui avait dit, avant aujourd'hui, je ne m'étais jamais rendu compte du fait que le monde social arrive même à travers la façon de marcher de comprendre que je suis une personne agressive, tout simplement, à regarder comment je marche, mon style de marche. Et même, j'arrive à le voir chez les autres. C'est-à-dire, j'arrive à voir mon caractère à travers l'imitation que les autres font de mon style de marche. C'est une modalité donc précieuse que nous avons à disposition pour modifier le diagnostic, l'outil de diagnostic bioénergétique vers une modalité plus agréable, plus amusante, qui, évidemment, permet de mettre en valeur les processus sur la base de la résonance, tout en exploitant les principes évolutifs, c'est-à-dire comment nous nous développons, parce que nous savons que l'évolution passe à travers l'imitation, la répétition, l'observation sur comment une personne fait une action. C'est une intervention plus consciente par rapport à la résonance somatique qui se base sur les cellules neuronales. Alors, je m'arrête ici, mais je vous pose une question pour ouvrir le débat qui va suivre. La résonance somatique est la base à l'émotion et l'émotion à la base de l'empathie et l'analyse bioénergétique utilise
un cadre variable qui modifie l'attitude thérapeutique en portant vers un moment concret avec l'autre qui inclut le contact corporel. Par conséquent, les parcours implicites de résonance changent et la résonance peut se manifester de manière différente, non seulement à travers les yeux, le contact visuel ou à travers les paroles. La recherche neurobiologique est encore loin de la complexité nécessaire pour pouvoir expliquer le processus d'interaction inconsciente qui a lieu durant une séance de thérapie. Et donc, nous devons chercher des nouveaux modèles et ainsi contribuer avec des nouvelles modalités de recherche dans ce secteur. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes pensées, voilà ce que j'avais préparé et j'espère que ceci n'a pas été trop scientifique de ma part, mais j'espère que le tableau que je viens d'esquisser puisse lancer une envie de faire de nouvelles enquêtes, de nouvelles analyses, de nouvelles recherches. Je suis toujours en contact avec tout ce qui concerne la résonance somatique. Ça a été un peu étrange de voir parler à un écran tout en sachant qu'il y a des centaines de collègues qui m'écoutent, que je pourrais connaître ou pas. Il m'a paru un peu bizarre, cet outil, ce contact, disons, numérique. Lorsqu'on parle de résonance somatique, chacun assis devant son propre écran. C'est bizarre, mais j'espère que ma présentation puisse vous avoir inspiré. Merci pour votre attention. Félicitations, Vita. Merveilleux. Et mille fois merci. Ça a été véritablement un magnifique moment de partage. Tout le concept de la résonance, le fait de pouvoir créer la résonance en permettant au corps de le faire. Donc, merci. Elle dit merci à toi. J'espère de ne pas avoir parlé trop rapidement, que les interprètes puissent avoir suivi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il y a un problème technique. Alors, je vois Marco, je ne te vois pas et je ne vois même pas Rick. Poser une question, c'est-à-dire, et après, est-ce qu'il y a des suggestions ou est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Parce que je m'étais un peu perdue. Alors, j'étais en train de vérifier pour voir si Rick était là pour lire les questions, mais alors, ça veut dire que, parce que nous avons perdu Rick, il a disparu, il n'est plus là. Alors, c'est moi qui vais lire la question. La question de Nunzia en Italie. Est-ce que nous, les thérapeutes, devrions créer une sorte de bouclier vis-à-vis des émotions de nos patients? Est-ce que donc créer des écrans tout autour de nous contre les émotions des patients? Alors, concrètement, je dirais que pendant une séance de thérapie, on peut toujours dire, j'ai besoin d'un peu de distance, je vais reculer un petit peu afin de pouvoir
pouvoir mieux respirer et mieux t'écouter. Alors, je recoule un peu, j'ouvre la fenêtre, je commence à bouger un peu, je me mets en mouvement pour prendre soin de moi-même et être plus importante, plus déterminante dans notre travail ensemble. Voilà donc une forme de protection, c'est-à-dire régler la distance avec le patient dans la salle de thérapie. Ah, voilà, je m'excuse, j'avais eu un problème technique, un petit souci technique. Oui, Eric, on a vu que tu n'étais plus là. Oui, excusez-moi, je... mais maintenant tu es là. Nous avons lu une question sur l'auto-soin pour le thérapeute. Comment le thérapeute peut arriver à se protéger? Et je dis que la modalité la plus concrète, la plus facile pour se protéger contre le patient et régler les distances, on peut dire. J'ai besoin de reculer un peu, je dois prendre de l'air, je dois changer ma position. Je me sens remplie de tout ce que tu viens de me dire. Et alors, j'ai besoin de respirer, de m'enraciner à mon tour. Voilà, c'est la modalité plus facile, c'est-à-dire révéler au patient qu'il y a quelque chose qui, en quelque sorte, nous a troublés, ne nous met pas à l'aise. Voilà, donc, c'est la résonance somatique, le contre-transfert. Sans évaluer le patient, sans le faire sentir responsable, parce que je dis aux patients que ils doivent prendre soin d'eux-mêmes parce que j'ai besoin de me sentir à mon aise. Oui, reculer, respirer, faire en sorte que le patient soit conscient qu'il arrive à le savoir, permet de rétablir un nouvel équilibre. Je me souviens que Eleanor Grimling, une des formatrices de Dallas, qui malheureusement n'est plus là, qui parlait de l'importance de l'auto-soin de thérapeute, surtout quand il y a un moment de malaise avec le patient. Oui, elle a été une de mes formatrices. Je me souviens d'une situation où un jeune au sein d'un groupe était en train de raconter qu'il était attiré sexuellement par une autre personne et il y avait eu un contact. Et ensuite, l'autre personne avait dit non, mais non, je me sens pas à l'aise, je dois reculer un peu, j'ai besoin de respirer, je n'arrive plus à faire une différenciation entre toi et moi. Donc, merci pour toutes les félicitations que je lis et que j'ai reçues. Et il avait dit qu'il avait besoin d'un peu d'espace, il avait besoin de reculer parce que l'autre lui avait dit qu'il aimait son physique. Alors maintenant, je crois, je dois lire les questions. Et alors, je crois, si j'ai bien compris, maintenant, je dois lire les questions, vos questions. Oui, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y en a quelques-unes en italien et je vais lire les questions en anglais. Bonsoir. Merci pour cette leçon très intéressante. Donc, c'est un commentaire. Comment reconnaître mes projections, mes fantaisies sur le patient de la Comment véritable est-ce que je peux résonance? faire la Comment faire distinction entre pratiquer, mes exercer émotions cette envers habilité? le patient et la La résonance? question Est-ce est que claire? je peux un Oui. peu pratiquer et apprendre cela? Oui, quand je suis conscient du fait que mon énergie augmente et que j'ai trop d'images, trop de souvenirs, trop d'histoires qui apparaissent, je dois travailler sur l'enracinement, le grounding, pour revenir aux sensations à l'échelle sensorielle
mais aussi à l'échelle corporelle, au niveau moteur. Le dernier exercice que nous avons fait nous a permis de débloquer les yeux un petit peu, de travailler sur le système vagal et cela nous permet de sortir des projections dans la bioénergétique. Si l'on ouvre les yeux, si on débloque les yeux, on peut avoir des résultats. Sinon, il faut utiliser les mouvements de la langue qui est connecté au tissu du cou, la base de la tête et les yeux peuvent être débloqués à travers la langue aussi. Donc, si on a des images mauvaises concernant le patient, la chose la meilleure, c'est de enraciner, faire bouger la langue. Pendant la séance avec un patient, s'il y a trop de euh, sensations, trop d'images, moi aussi, j'utilise cette technique dans mon expérience. Il y a une autre question. C'est une façon pour faire apprendre aux patients aussi l'auto-soin. Oui, c'est ça. Il y a aussi notre commentaire qui concerne la rage, la colère des patients, générée par les patients qui sont trop passifs. Comment est-ce que je peux régler cette agressivité? Bon, lorsque un patient n'a pas d'humeur perturbée, il n'y a pas de confusion, si le patient n'est pas perdu, alors comment est-ce que je peux expliquer ça? Si le patient est stable, il sait ce qui se passe dans la salle de thérapie, il peut se regarder, il peut se voir. Bon, dans ce cas-là, je peux parvenir à un accord. On ne doit pas se faire mal réciproquement. On ne doit pas se provoquer de la douleur. Et après, il faut frapper un cube l'un après l'autre. On va frapper le cube. Le thérapeute pourrait dire, je suis fâché contre toi. Et il frappe le cube et le patient fait la même chose après. Lorsque on ajoute des mots, la situation doit être toujours sous contrôle parce qu'il faut frapper d'un côté et après de l'autre côté. C'est une situation contrôlée. On ne peut pas vraiment risquer d'avoir une situation non contrôlée. Celui-ci pourrait être utilisé par le thérapeute et les patients qui se disent réciproquement ce qui les a fait fléchir. On peut aussi un peu exagérer. Tout a lieu dans un contexte de sécurité. Si je garde la colère et je n'arrive pas à la contrôler ou à l'exprimer, le thérapeute devrait trouver une façon pour aller soulager la colère pendant la pause déjeuner, pendant la soirée, en frappant le cube, mais pas en face du patient. Si le patient ne peut pas faire le même exercice pendant la séance de thérapie. Si un patient est déjà perturbé avec beaucoup d'anxiété, il faut d'abord travailler sur l'enracinement du patient et le thérapeute va s'occuper de son propre enracinement après la séance. Par contre, si le patient est disponible à ce moment-là, on peut commencer à frapper réciproquement le cube.
Parfois, je vois que le patient n'est pas enraciné lorsqu'il frappe le cube. Dans ce cas-là, je propose de prendre une serviette, de la tordre d'un côté et de l'autre, réciproquement toujours. Je vois s'il y a encore d'autres commentaires ou questions. Beaucoup de personnes ont remercié. Voilà, alors j'ai aperçu une résonance et je me suis sentie en résonance avec votre difficulté à parler à un écran noir. Dans quelle mesure est-ce que les expériences passées similaires ont une influence sur notre capacité à entrer en résonance? Rétrécir la vibration, la position, la vibration liée à une anxiété ou à une douleur peuvent amener à un manque d'empathie pour les autres, vers les autres. S'il y a un traumatisme, nous ne pouvons pas ressentir d'empathie. Si nous sommes rigides, par exemple, si nous sommes contraignés par les muscles, on est dense, on n'est pas empathique. Mais c'est seulement à travers l'ouverture du système ventrovagal et le déblocage du bloc oculaire, l'on pourra l'empathie. Parce que nous savons comment les cordes d'un violon sont tendues. Lorsque il y a trop de tension, il n'y aura pas de vibration et la mélodie euh, touchée ne changera pas. Il y a encore une question. Est-ce que tu utiliserais les techniques d'imagerie médicale et des techniques de tomodensitométrie pour rechercher les zones d'activation neuronale partagées par les patients et le thérapeute pendant la thérapie? En Allemagne, nous n'avons pas d'autorisation pour faire des analyses du sang, des prélèvements sur les patients. On ne peut pas utiliser des câbles pour faire des mesurations. Les psychothérapeutes n'ont pas cette autorisation en Allemagne. Cela n'est permis que dans certains laboratoires. Je me suis posé souvent la question, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Mais bon, on pourrait, par exemple, utiliser le spiromètre euh, pour mesurer la respiration. On pourrait utiliser les techniques avant la thérapie, après 10 séances. On peut utiliser uniquement ces outils qui ne sont pas envahissants et qui ne requièrent trop d'outillage technique et qui changent la relation que nous avons avec notre patient. Le patient pourrait avoir un transfert à cause du traitement médical ou à cause du fait que, par exemple, le patient a été à l'hôpital quand il était un enfant. De cette façon, je vais changer mon rôle face au patient si j'utilise ces actions en tant que thérapeute. Ou bien si j'utilise des outils, des appareils qui sont utilisés normalement par les médecins. Donc, cela va causer le transfert. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui a été posée. Je suis en train de faire des associations par rapport au type de contact que nous pouvons créer avec le patient. Oui, peut-être la personne qui a posé la question pourrait ajouter quelques détails à propos de ça et à propos de la question pour mieux la décrire. Est-ce que tu peux expliquer, est-ce que tu peux répéter le mot que tu as mentionné? Au lieu de ordinateur, tu avais dit quoi? Spirométrie. Le spiromètre, c'est la spirométrie qui est utilisée pour mesurer le volume
du souffle. Je ne l'ai jamais utilisé. Oui, il faut souffler à l'intérieur comme on le fait quand il faut gonfler un petit ballon et cela permet de mesurer le volume du souffle de la personne. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. J'ai beaucoup apprécié l'exercice des yeux, mais pourquoi est-ce que tu as choisi de partager avec nous cet exercice? C'est parce que je voulais vous offrir la sensation liée à l'ouverture. C'est très simple. C'était un exercice très bref d'ouverture du système ventrovagal pour débloquer le bloc des yeux, ce qui permet de élargir la perspective, de élargir aussi la sensation de oui et d'augmenter le volume de souffle. Cela permet aussi d'augmenter la capacité d'écoute, d'écouter la voix d'autres personnes. Je m'imagine le fait de rester assis face à un écran sans contact avec moi, avec Eric. Je m'imaginais aussi la sensation liée au contact digital et son impact sur nos yeux, sur notre cœur, son effet sur les sentiments, les sensations. J'étais vraiment curieuse d'essayer d'offrir un petit exercice qui puisse nous permettre de travailler sur le ventre vagal et sur le bloc des yeux. Nous n'avons pas pu travailler avec les pieds parce qu'on est face à un écran. On aurait pu le faire quand même, mais c'était pas visible. J'ai choisi les yeux. Est-il possible de gérer la dépersonnalisation et la déréalisation, les troubles de déréalisation et de personnalisation avec ce type de travail? Mais bon, je dirais oui. Si on se focalise uniquement sur l'aspect moteur et sensoriel, lorsqu'on partage des échanges, on peut le faire. Je me souviens de la pyramide du soi. C'était une image qui commence avec Daniel Stern, qui a été créé donc par Daniel Stern et à son base, vous avez l'aspect moteur, sensoriel et sans interprétation. Donc, si une personne se trouve dans un état de déréalisation ou de dépersonnalisation, cette personne aura besoin d'avoir un stimulus sensoriel concret. Cette personne aura aussi besoin de avoir un échange, même verbal. Il s'agit de qualités telles que la chaleur, la température, la légèreté, la lourdeur. Donc, c'est lourd, c'est dense, c'est haut volume, faible volume. Cela permet de prendre un contact avec la personne à travers le partage, à travers la résonance concrète. C'est lourd, c'est léger, c'est chaud, c'est froid. À travers ce petit échange, on peut également connecter une expérience tactile avec un objet tel que le mur, avec un petit tapis, avec un cube. On peut aussi utiliser le corps. On peut utiliser aussi le bras et ressentir s'il est chaud, s'il est froid, s'il est dense, s'il n'est pas dense, si on peut y faire confiance ou pas. C'est peut-être une interprétation déjà, mais il faut commencer à l'échelle sensorielle ou moteur sans interprétation. Encore une question? L'utilisation de la voix en thérapie. Quel cours est-ce que tu peux nous conseiller? Oui, un cours, une formation. Peut-être tu as appris ces euh, points
grâce à ton travail avec Ben Shapiro, n'est-ce pas? Oui. Rien n'est contraire à l'idée de créer, de chanter dans sa voiture lorsque on est tout seul. Et le yoga aussi, par exemple, le yoga basé sur le fait de rire. Lorsque je rencontrais Bob Lewis en 1992 pour la première fois, il m'a posé une question spécifique concernant ma voix. Et après, quand je suis revenue chez moi, j'ai demandé à un professeur de m'apprendre à utiliser ma voix. Il travaillait au théâtre, je me souviens, c'était un Américain. Il venait de l'Oregon et on a travaillé sur ma voix, sur mon enracinement, sur ma position debout. Il m'a utilisé la voix, la respiration. J'étais un peu timide à cette époque-là, je voulais pas chanter, mais je suis allée directement chez lui. Je me suis adressée à cette personne pour dire que je voulais travailler sur ma voix. Et après, j'ai ajouté ça à ma thérapie bioénergétique. Puis-je vous demander s'il est possible d'expliquer ce que vous avez dit à propos de la communication entre la partie droite du cerveau du patient et la partie gauche du thérapeute et vice-versa? Peut-être cela n'a pas été bien compris. En fait, j'ai mentionné Alain Shore parce qu'il disait que l'hémisphère droit du thérapeute et l'hémisphère droit du patient sont en communication dans le processus thérapeutique. Au-delà de l'aspect verbal et au-delà de l'hémisphère gauche qui est conscient, l'hémisphère droit du thérapeute et du patient sont en communication de façon inconsciente pendant la session de thérapie. Celui-ci n'est qu'un commentaire. J'aimerais mieux comprendre ta position concernant la théorie de Porges selon ton travail. Peut-être cette personne aimerait savoir s'il y a une façon meilleure pour expliquer ta position à propos de la théorie de Porges. Porges est partout, hein. Tout le monde est en train d'adapter son travail à ces concepts. J'étais en train de combiner, disons, Wilhelm Reich, notre grand-père ou gros-grand-père, et son idée de débloquer le segment oculaire en tenant compte de la connaissance qui vient de la neurobiologie et donc les théories de Porges qui décrit ce concept et qui décrit que dans des situations de traumatisme, les paupières se baissent et le son de la voix aussi se réduit. La mimique est congelée. Tout est affecté, influencé par les réponses d'attaque ou fuite ou par le choc. Donc, c'est le système dorsovagal. Donc, le tonus du ventre-vagal nous permet d'avoir un échange social, de nous ouvrir vers le monde social. Cela peut se faire de façon efficace. Ce sont des petits exercices, mais souvent, on voit que les exercices deviennent de plus en plus efficaces si on les répète plusieurs fois. Donc, ce sont des exercices vraiment simples, mais on peut les combiner. On peut les combiner avec le travail que nous faisons sur la langue.
et sur d'autres points du corps, sur les côtés. On peut vraiment passer d'une vision étroite, tunnel, et sortir du système d'attaque et fuite pour élargir notre perspective. Cela peut se faire aussi avec un patient âgé de 80-90 ans qui est assis sur la chaise. Il n'a pas beaucoup de temps dédié à cet exercice. On peut le faire aussi très rapidement. Je ne suis pas en train de simplifier trop, mais je rends les choses un peu plus simples quand même. C'est-à-dire que les choses les plus compliquées deviennent plus simples. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut faire aussi de la formation de groupe avec les techniques pour travailler sur les résonances somatiques en ligne? Non, je ne suis pas la bonne personne à laquelle poser cette question parce que je ne suis pas passionnée pour la formation en ligne. J'aime faire de la supervision en ligne parce que c'est simple à faire, mais c'est aussi efficace. Les personnes parfois envoient des images, des vidéos des patients. Et donc, ça va être très facile. Si je connais la personne à laquelle je fais de la supervision, c'est bien parce que peut-être on s'est déjà rencontré en présentiel. Alors, dans ce cas-là, ça marche bien. Mais la formation en ligne et faire des exercices tels que les exercices que normalement je fais ici dans ma salle, bon, ce n'est pas vraiment suffisamment efficace et pas autant efficace que les actions qui se font dans la salle en présentiel. Il y a vraiment des situations qui sont générées par un cadre de groupe. Je fais partie peut-être de la vieille école. Je n'apprécie pas vraiment beaucoup le travail en ligne, au moins pour la résonance somatique. Une autre question. Si le patient nous rend compte qu'il a des attaques de panique seulement à cause des traitements médicaux, qu'est-ce qu'on peut suggérer, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne de faire lorsqu'elle se trouve dans la salle ou pendant l'attaque de panique? Normalement, je suggère de utiliser le matelas et de le frapper de 100 fois. Cela permet de améliorer la respiration. En plus, on pourrait faire l'exercice de yoga, un exercice de yoga, Kauket, c'est la vache et le chat. Donc, on peut faire la vache avec l'inspiration, avec la sensation de peur. Donc, la vache montre la sensation de peur et le chat réagit. On peut pratiquer beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'attaques de panique et de troubles d'anxiété et qui ont une respiration sur place et qui ont aussi un bloc au niveau du diaphragme. Donc, ces personnes ont besoin de apprendre à faire bouger le diaphragme et comprendre comment le diaphragme peut bouger en respirant à travers la respiration. Donc, l'exercice euh, du chat et de la vache est le bon exercice pour pratiquer un petit peu à la maison. Normalement, je donne des devoirs aux patients, surtout les patients qui souffrent de troubles d'anxiété. J'explique que ce serait utile peut-être de faire semblant d'être sur les montagnes russes et créer. Je parle en profondeur, hein, et qu'on a temps seulement pour une dernière question. En fait, je ne vois plus de questions en anglais dans la boîte des questions.
Je regarde sur le chat s'il y a des questions à répondre. Peut-être, Marco, tu veux en traduire une en anglais? Donnez-moi un petit moment seulement. Hilaria demande si, bon, elle demande comment la théorie de Porges s'insère dans la salle de thérapie. Peut-être je dois répéter, comme je l'ai dit auparavant. J'ai essayé de expliquer si la réaction de choc du dorso vagal et le système d'attaque et fuite sont constamment actifs. Il faut trouver des exercices corporels. Il faut aussi essayer d'établir une relation de confiance entre patient et thérapeute. Dans cette situation, les exercices sont efficaces parce qu'ils nous permettent d'avoir plus de tonus du système ventrovagal et cela se fait en pratiquant les exercices à partir du bas du cou pour les muscles autour des yeux et on peut aussi profiter des parties du corps qui nous permettent de sortir du système d'attaque et fuite. Un cas de traumatisme relationnel, la relation est la seule chose qui permet de guérir. Très intéressant. Merci, Rick. Merci beaucoup, Vita. Ça a été vraiment très, très intéressante. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de l'expérience que nous avons eue ensemble et je pense que cela concerne également les participants. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans le chat qui sont en ligne. Donc, beaucoup de personnes ont souligné que la présentation a été très intéressante. Beaucoup de personnes ont dit que ils ont beaucoup, beaucoup appris. Il y avait 600 participants environ et beaucoup de personnes ont aussi dit qu'elles vont quitter cette réunion, ce webinaire avec beaucoup de pilules d'informations intéressantes. Je suis ravie, hein, je n'ai pas pu lire ce qui est écrit dans le chat, mais j'espère que les participants auront un message à garder et qu'ils peuvent vraiment explorer davantage ce sujet dans l'avenir. Je suis ravie d'avoir pu collaborer avec Marco, avec les organisateurs. Merci beaucoup. Merci Vita, merci Eric. Je suis contente qu'il n'y a pas eu de panique, même si des points techniques nous ont demandé plus de temps. Vita, tu as bien dit, il y a des articles à consulter. Peut-être tu as mentionné aussi un site web. Oui, c'était le site de IBA. Donc, dans le journal de IBA, il y a des articles qui peuvent être consultés. Et vous pouvez aussi consulter mon site, ma page d'accueil, vita.henry-clower.d. Là, vous allez trouver tous les articles qui peuvent être téléchargés, le travail sur le soin de soi, le travail sur la voix. Il y a aussi des éléments concernant la négativité, mais vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez aussi l'opportunité d'accéder au contact sur la page d'accueil sur mon site web. Je peux aussi partager avec vous
les articles. Et dans le journal de l'IBA, il y a des articles concernant la voix, le soin du soir, le travail sur la négativité. Donc, les participants peuvent aussi s'informer et consulter plus d'articles de façon à avoir encore un peu plus de détails et approfondir cette approche. Merci, merci à nouveau. Désolée, bon, je dois vous interrompre. Patrizia Moselli de SIAB. L'école d'analyse bioénergétique en Italie, nous disait que au mois d'avril, Vita sera à Ischia, en Italie, à l'occasion d'une conférence. Oui, début d'avril, il y aura une conférence à Ischia. Merci, Patricia, d'avoir mentionné ça. Je vais être présente. Je vais travailler là avec les collègues de la résonance implicite et Galaise aussi va faire une présentation. Moi aussi, il y aura beaucoup d'intervenants, de rapporteurs très importants. Je pense que c'est le premier fin de semaine du mois d'avril, du 2 d'avril jusqu'au 4. Je serai à Ischia, en Italie. Très bien. Alors, on se voit là, peut-être. Merci beaucoup. Merci, Vita. Une toute dernière information. Le prochain webinaire aura lieu le prochain mois avec Angela Klocksteck. J'espère avoir bien prononcé. Ce sera le 22 de février, même heure qu'aujourd'hui. Donc, on se voit au mois de février. Merci et bonne soirée. Merci Vita, merci Eric. D'abord, je vais me calmer et après, je vais écrire un mail, hein. Bonne soirée à toutes et à tous et merci.